nombreux ce soir. Je vais juste remercier à nouveau Céline Asselot de venir. Alors Céline, elle a terminé à France Info à 17h. Donc à 17h05, elle était dans sa voiture, elle vient d'arriver à l'instant. Voilà, donc je la remercie de ça. Je vais évidemment pas vous présenter Thierry puisque vous ne le connaissez pas et du coup on a une petite demi-heure avec lui justement. N'hésitez pas à prendre la parole, lever la main de temps en temps, dites à Céline, on a une petite demi-heure avec lui, c'était le but. Je vous l'offre, voilà. Bon, bonsoir. Bonsoir. J'ai même pas eu le temps de vous accueillir, de vous faire applaudir sur scène. Voilà, mais je crois qu'ils s'en sont tous chargés. Le public est venu nombreux. Tout va bien. Tout va bien. Apparemment, oui. Ouais. Bon, on est ravis de vous accueillir. Je trouve que c'est une belle entrée en matière pour cette 4e édition. Moi, je compte sur mes Ouais. C'est ça la 4e édition des également. Merci à tous. On va passer un bon week-end de cinéma, de rencontres, d'échanges. Ça commence tout de suite. Merci. Alors, on vous connaît tous. Ça, c'est vrai, on vous connaît tous. Mais on ne vous connaît pas si bien que ça. Non. Je suis sûre qu'on va apprendre plein de trucs. Déjà, la plupart des gens pensent que je suis un animateur de télévision. C'est pas vrai? Bah, C'est pas ça? Je sais pas, j'ai aucune honte à ça, mais disons que j'ai commencé la télévision à l'âge de 35 ans, donc je n'étais pas un peu de l'année non plus. Disons que par rapport à beaucoup d'animateurs de télévision, j'étais pas dans la cave de la maison de mes parents, en train à l'âge de 14 ans, un micro en carton, en train de jouer à l'animateur. J'étais pas du tout tenté par la télévision. Je voulais être, quand j'avais 18 ans, je voulais être écrivain, je voulais être producteur de cinéma. C'est un peu bizarre parce qu'en général, les gens veulent être réalisateurs de cinéma. On peut rarement être dans l'ombre. Ouais, moi je voulais être producteur, voilà. Donc après, ce qui s'est passé, c'est de la vie, quoi. C'est-à-dire que, comme je n'avais pas d'argent, mes parents n'avaient pas d'argent, je débarque à Paris à l'âge de 20 ans, je connaissais personne. Et j'ai fait de la publicité parce que c'était un métier à l'époque qui marchait bien. Et donc voilà, mais comme ça a marché, mon problème c'est qu'à chaque fois ça marche. Donc quand j'ai fait de la publicité, ça a très très bien marché et j'y suis resté 15 ans. Et après, quand j'ai fait de la télévision aussi, au départ pour 2-3 ans, ça a marché, j'y suis resté 35 ans, c'était beaucoup plus grave. Donc maintenant, il y a un peu moins de 10 ans, j'ai décidé de... Je me suis dit, mais Thierry, tu avais envie de faire du cinéma, tu avais envie de faire des séries, fais-le, parce que comme tu as 62 ans... C'est encore très jeune, 62 ans. Oui, bah, vous êtes tous d'accord. voilà. Comme tu as 62 ans, si tu ne le fais pas maintenant, vu que tu ne vas pas vivre non plus 120 ans, fais-le, voilà. Et maintenant, je vais continuer sans doute à faire de la télévision, c'est pas du tout un refus, mais c'est vrai que je me consacre énormément à mes activités de producteur de cinéma et de séries. C'est quoi votre première émotion de cinéma? Alors écoutez, la première émotion de cinéma, mon père faisait des travaux publics, donc on déménageait sans arrêt. C'est-à-dire j'ai une enfance vraiment pourrie. Que dès que j'étais copain avec les gens dans une ville, on changeait de ville. Donc c'est très bizarre comme sentiment, c'est d'avoir pas de racines, pas d'enfance, pas d'amis d'enfance. C'est très, je ne vais pas vous faire pleurer, mais c'était... Et donc à un moment, mon père est envoyé en Algérie, donc je ne suis pas finant, mais mon père était travaillé en Algérie, à la base pour reconstruire la base de Mersenne-Kédir qui avait été détruite par les Anglais au début de la guerre de 40. Et donc on habitait dans un petit bled, et à côté il y avait un cinéma en plein air, magnifique, on appelait le théâtre de verdure, donc c'était un cinéma, c'était très beau d'aller au cinéma avec les étoiles dans le ciel. Et je me souviens très bien, on était allé voir Samson et Dalila, et à un moment, Dalila était un peu dénudée, et ma mère m'a mis la main dans les yeux. C'est la censure avant. Ouais, et puis ça c'est la première. Et ensuite, il y a quelque chose de très fort, c'est que on habitait en Savoie, dans un petit village de la Rèche, au-dessus d'Albertville, au-dessus de Beaufort, vraiment. Et quand on allait au cinéma, à Annecy, on partait en jeep dans la neige, et un jour on est allé voir les 10 commandements. Et c'est parlait d'impression de cinéma, dans les 10 commandements, quand on voit la mer Rouge qui s'ouvre devant les Hébreux qui fuient l'Égypte, moi j'étais, puis en plus c'était un film qui durait 3 heures avec une entraîne de milieu, c'était vraiment
quand on repart de là, donc il était tard, on repart d'Annecy pour rentrer dans notre village savoyard, on monte dans la route, et à un moment, la voiture se met à patiner, elle recule, on descend tous de la voiture parce qu'on était persuadés qu'elle allait tomber dans le ravin. Bon. Et à ce moment-là, je sors de la voiture comme mes parents, tu vois, plus rien à faire dans cette voiture, et je me suis mis à genoux pour que la voiture ne tombe pas dans le ravin. Elle n'est pas tombée dans le ravin. Et donc c'était vraiment une journée impressionnante parce que tout était très mystique. Le cinéma est fou, en fait. Voilà, le cinéma est fou parce que mes parents m'avaient mis, comme on était loin de toute une bonne école, on m'avait mis dans un collège de curé à Annecy. Et je vivais dans une espèce d'ambiance très mystique. Et donc voilà. Et après, je n'ai eu que des bons souvenirs. C'est-à-dire que quand j'ai vu West Side Story, une après-midi à Salon de Provence avec ma mère, quand j'ai vu, enfin voilà. Et quand je suis arrivé à Paris, j'avais 19 ans, 20 ans, quoi. Et on ne se demandait pas ce qu'on faisait le soir. Le soir, on allait au cinéma. La seule question qu'on se posait, c'était quel est le film qu'on va aller voir. Et j'ai eu la chance de voir tous ces films, notamment américains des années 70, qui étaient magnifiques. C'est l'époque où il y avait encore un vrai cinéma indépendant aux États-Unis, c'était avant la dictature des franchises. Et franchement, voilà, donc oui, j'ai un goût naturel pour le cinéma. Et mon premier livre, d'ailleurs, c'est pas innocent, que j'ai publié à 22 ans aux éditions du Seuil, s'appelait Ciné-moi. Et alors c'est un peu la rose pourpre du Caire, quoi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne savait pas très bien de quel côté de l'écran il était, quoi. Et ça a été un peu toute ma vie. Et à l'époque, voilà, je ne savais pas écrire, donc ça pouvait être un élan de succès, puis après j'en ai fait quelques-uns qui se sont bien entendus, mais celui-là, c'était catastrophique. Mais aux éditions du Seuil, pardon. S'il fallait choisir un film, vous avez dit, celui-ci, j'aurais aimé en être l'auteur. Le film que j'ai choisi quand Maxime Delaunay m'a demandé, le film que je voulais recommander pour ce festival, j'ai choisi Nous nous sommes tant aimés des Torres Roll, parce que quand j'ai vu ce film, moi je voulais réussir. J'étais infernal, je viens d'une famille où il n'y avait pas d'argent, et je voulais vraiment réussir. J'avais compris que j'étais pas celui ici, mais que c'est pas je n'avais pas un message à apporter à l'humanité, donc la littérature, voilà, j'écris pas mal, bien sûr, je n'avais pas un message, je ne me sentais pas écrivain. Donc j'ai fait de la publicité pour gagner de l'argent, pour voyager, j'avais envie de voir le monde entier, etc. Et j'étais assez dur en affaires, j'étais assez... Et dans Nous nous sommes tant aimés, c'est l'histoire de 3 personnages qu'on prend à la fin de la guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et il y en a un qui est très arriviste, qui est joué par Nicolas Bassman, vraiment prêt à tout pour réussir, dans mon cas, enfin quand même. Il y en a un qui est un peu, qui est sympa, qui est joué par Nino Manfredi, donc l'autre devient un avocat très célèbre, très puissant, et Nino Manfredi est brancardier, et finalement, il est brancardier toute sa vie, quoi. Et à la fin du film, c'est extraordinaire, Vittorio Gassman passe près de l'endroit où habite le brancardier avec la femme dont il était amoureux, mais elle est partie avec le brancardier. Et ils attendent que l'école ouvre le lendemain matin pour avoir une place pour leurs enfants. Et ils font un feu de camp. Ils sont autour d'un feu de camp la nuit. Et ce Nino Manfredi a tellement d'humanité à ce moment-là que je me suis dit, mais Thierry, il faut que tu fasses attention à toi. Donc ça m'a rendu un peu de gauche. Voilà. Bon, ceux qui l'ont pas vu. Ça m'a humanisé. Ceux qui l'ont pas vu peuvent le voir. C'est demain. Ouais, ça m'a humanisé. Ça m'a fait comprendre ça m'a fait comprendre le sens de la vie. Donc c'est un film très important. Il y a plein de films que j'aime, mais celui-là m'a fait comprendre que des choses sur la vie, sur le destin. Alors on a parlé cinéma parce que c'est un festival de cinéma. On parle de Normandie parce qu'on est en Normandie aussi. Alors vous n'êtes pas né, vous n'avez pas grandi, mais je crois que vous y avez quand même des attaches. C'est-à-dire que quand ma première fille est née il y a 30 ans, avec ma femme, on n'avait pas envie, ma femme, qui est la mère des enfants, mon ex-femme, on a décidé qu'il ne fallait pas que les enfants soient élevés comme des gosses de riches à Paris. Et il y a eu une expérience, je me souviens, ce qui nous a vraiment décidé, c'est qu'ils allaient à l'école où était ma fille.
les professeurs avaient dit qu'il faut amener du riz pour les Éthiopiens. Alors tout le monde a amené du riz pour les Éthiopiens, sauf qu'ils ont mélangé du riz non cuit avec du riz pré-cuit, puis les Éthiopiens, je me vois de moi. Enfin, c'était des espèces de trucs. Et donc, ma fille n'avait pas de riz, elle s'est fait insulter parce qu'elle n'avait pas de riz. Et donc on s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on va les élever dans un endroit sain, où les gens sont juste normaux. Donc on a acheté une maison à Argentan, effectivement, en Normandie, dans l'Orne. Et mes enfants passaient toute leur jusqu'à l'âge de... jusqu'à ce qu'ils partent à l'université, quoi, ils étaient là-bas. Et je me suis attaché à la Normandie, effectivement, parce que moi je viens d'une famille de Nice. Donc a priori, pour nous, il n'y a qu'un truc qui est bien, c'est la Côte d'Azur. Et j'ai découvert la Normandie. Alors, l'hiver, quand il pleut, qu'il y a du brouillard et tout, j'y trouve un charme. Mais c'est vrai qu'au printemps et l'été, c'est magnifique. Le mois de juillet, août, septembre, en Normandie, c'est vraiment bien. Voilà. Et vous y allez encore ? J'y retourne moins souvent qu'avant, mais j'ai passé beaucoup de temps quand il y a eu, à côté du Haras du Pin, c'est quand même le Saint-Émilion du cheval, ils n'avaient rien trouvé de mieux que de faire la plus grande déchetterie d'Europe. Donc, à 4 km du Haras du Pin, ils enfouissaient des déchets qu'on ne pouvait pas détruire, il fallait les enfouir. Et donc, il y a des gens de là-bas qui sont venus voir, qui ont écouté, vous êtes un peu connus, est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc, j'ai pris la tête de cette jacquerie. Et donc, on s'est battu pendant des années et des années, parce qu'il y avait beaucoup de corruption. Le pollueur avait engagé le fils du député de la région, enfin bon, les trucs. Et donc j'ai dénoncé tout ça. Et finalement, ils ont fermé la déchetterie, alors qu'elle était construite. C'était pas un projet, elle était construite. Donc ils l'ont fermée, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Et toujours est-il qu'il n'y a plus de déchetterie. Donc ça m'a lié aux gens là-bas. C'est peut-être le moment où je suis vraiment devenu normand. Parce que j'avais gagné mes galons de Normand, j'avais protégé la Normandie, et voilà. Et puis c'est vrai que voilà, les relations que j'ai là-bas avec les gens sont très agréables. C'est compliqué, évidemment, quand moi j'arrive là-bas avec des problèmes dans la tête, mais disons que sur le cheval, par exemple, je crois que les moments où j'ai fait du cheval de l'équitation dans la forêt, à côté d'Argentan, grandes allées canadières, comme ça, une forêt magnifique. Je pense que ça reste parmi les meilleurs souvenirs de toute ma vie. J'y pense souvent, tous les dimanches matins, parce que j'avais passé le week-end là-bas, et tous les dimanches matins, je faisais du cheval, c'était formidable. On a tout le week-end pour vous prouver qu'à 40 ans, c'est oui. Bien qu'un jour. Ça, sans doute, non, mais j'en doute pas une semaine. Je vous restais qu'un week-end, mais on va tout faire pour je suis venu ici. Je suis venu ici avec Michel Dorichler en début des années 2000. On avait fait une émission pour le débarquement. Alors lui, évidemment, il recevait les stars, tout ça. Et moi, j'avais fait un truc qui avait duré toute la nuit, où on avait fait comme si c'était la nuit du débarquement. C'est-à-dire, on donnait comme une chaîne info. On disait, alors, il y avait un journaliste qui prenait la parole, qui disait, Thierry, je vous signale que ça y est, ils ont sauté sur Sainte-Mère-d'Église, évidemment, qu'il y en a un qui est resté accroché, évidemment. Et on avait passé la nuit mais vraiment, jusqu'à l'aube. J'avais fait le direct de 1900 de l'époque. Donc c'était vraiment un bon souvenir. Là aussi, vous avez gagné des années formes. Là aussi, ouais. D'ailleurs, demain, si j'ai un peu de temps, j'irai un petit peu sur les plages parce que c'est un lieu d'histoire. C'est incroyable de voir le nombre de gens qui viennent du monde entier ici. C'est incroyable. Alors, moi, j'ai encore plein de questions, mais je suis sûre que vous en avez Je vous en prie. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer, il y a des micros. Alors moi je ne vois pas, mais je suis sûre dans la salle quand on voit. Si quelqu'un veut poser une question. Ou pas encore. J'écoute les vôtres. Ben oui, j'espère. Vous êtes obligés. J'ai rien contre les questions. On a parlé de vos souvenirs, on a parlé du début. Maintenant, quel est le film par exemple que vous rêveriez de produire aujourd'hui? J'ai 3 films en préparation. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai surtout envie de faire des séries. Donc on a beaucoup de séries en développement. 3 films. Parmi les 3 films, celui qui me tient le plus à cœur, c'est un film sur une boîte de nuit parisienne qui s'appelle Palace,
qui a été à la fin des années 70 et au début des années 80, un endroit, il se passe des fois des choses. C'est-à-dire que dans cet endroit-là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose parce que le propriétaire du lieu était un utopiste. Et il voulait que tout le monde se mélange dans sa boîte. Et c'est vrai que c'était assez réussi. Alors c'était pas une boîte, c'est vraiment la dernière utopie des années 70 pour moi. C'est-à-dire qu'il voulait qu'il y ait, alors moi j'ai vu Yves Saint-Laurent sur une marche avec un garçon coiffeur de Nîmes à 4h du matin. Je veux dire, il y avait un grand mélange, il y avait beaucoup de stars, il y avait aussi des amis où tout le monde pouvait rentrer. Vous y avez passé quelques soirées. J'ai passé beaucoup de temps. Donc j'ai envie de faire un film là-dessus, juste pour montrer aux gens ce que ça pouvait être. Quoi. Parce que les gens, il y avait des soirées où les gens s'habillent. Je crois que c'est les dernières grandes fêtes qu'il y a eu à Paris, en fait, parce que maintenant c'est sinistre. Et c'était les dernières grandes fêtes. Maintenant les gens ne font plus de fêtes, parce que s'ils font des fêtes, on va dire qu'ils sont riches et ils vont avoir des problèmes. Et les riches sont toujours aussi riches, rassurez-vous, mais ils le montrent moins et ils dépensent moins. Je pensais à ça l'autre jour. À l'époque où les riches n'avaient pas honte d'être riches, ils dépensaient l'argent dans le commerce. Ils achetaient des choses, des machins. Maintenant, ils achètent à l'étranger parce qu'en France, ils se les font reprocher. Mais le palace, c'était une très grande, vraiment très grande époque. Alors ça, c'est le premier projet. Voilà. Le palace. Le palace, puis en série, sans dévoiler des choses, mais on a une série sur les hippies. Moi, j'aime bien raconter les choses qui me sont arrivées. Donc après 68, il y a des gens qui sont retournés à la vie normale. Il y a des gens qui sont allés s'établir en usine, qui sont devenus ouvriers pour vivre la condition ouvrière. Et puis il y a ceux qui étaient insatisfaits, qui sont partis en Asie. Et comme je dis souvent, c'est un voyage. On allait en Asie, non pas pour coloniser, évidemment, c'était fini tout ça, mais pour être colonisé. C'est-à-dire qu'on allait en Asie en cherchant vraiment le nirvana, c'est-à-dire la spiritualité, la paix intérieure, etc. On avait très conscience de ça. Bon, c'est un échec noir, comme beaucoup d'aventures humaines, qui s'est terminé souvent dans la drogue. Mais aujourd'hui, quand je vois mes enfants qui ont entre 25 et 30 ans, ils ont cette aspiration-là. Je crois qu'aujourd'hui, il y a de nouveau une aspiration, une remise en cause du système capitaliste. C'est très simple. Et nous, on a vécu ça vraiment. Donc on allait en Asie, et après, tout ça a été complètement... Donc je fais une série, c'est les Nirvana, justement, sur cette époque. Alors pourquoi plutôt une série de films? Qu'est-ce que vous... Pour une raison simple, c'est-à-dire que la série permet d'avoir des personnages beaucoup plus complexes. C'est-à-dire qu'au cinéma, quand vous avez 1h30, le personnage il est dessiné, bon, il évolue du film, c'est obligatoire. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, il y a plus de profondeur dans une série. Parce que comme ça dure longtemps, au moins 6 épisodes, par 8 épisodes au minimum, on a le temps de faire des personnages. Puis en plus, par exemple, dans une série, je me souviens quand je regardais House of Cards, il y a le héros, donc, Kevin Spacey. À un moment, il va manger des côtes de porc chez un noir qui lui fait ses côtes de porc. Et puis tout un épisode sur le mec qui fait les côtes de porc. C'est-à-dire que vous pouvez passer en plein milieu d'une série un épisode qui n'a rien à voir pratiquement avec la série, quoi. Mais une grande liberté, et puis il y a un marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le jeu vidéo, c'est sûr que là où est l'argent, c'est la série, parce que les émissions comme j'ai fait pendant 35 ans, il n'y en a plus tellement, enfin je veux dire, c'est plus tellement ce qui marche. Je crois qu'on est nombreux effectivement à regarder des séries. Moi j'adore. Bien sûr, bien sûr. Et la télé, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce qui se fait, sur ce qui se montre? La télé n'est plus à la mode. Il y a 20 ans, quand je faisais Tout le monde en parle, on faisait ça, tout le monde était là. Mais même quand je dis tout le monde, c'est évidemment les acteurs français, les écrivains français, les chanteurs français, mais aussi les internationaux. Moi j'ai eu Brad Pitt, j'ai eu Robert De Niro, j'ai eu Matt Damon, j'ai eu Jane Fonda. Même quand je regarde Alice maintenant, je me demande si c'était vraiment moi. Parce que franchement, il y a eu un casting de fou. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui? Non, ils viennent plus. Ils viennent plus. Ou quand ils viennent, ils font ce qu'on appelle des press junkets, c'est-à-dire qu'ils louent une suite dans un palace et ils reçoivent 20 journalistes
qui répètent le même discours toute la journée. Moi, j'arrivais à les attirer sur mon plateau et à leur faire rencontrer d'autres gens. Parce que moi, mon principe, c'était le mélange. Donc, ils viennent plus. Les Américains, quand ils viennent, ils font une émission, ils font quotidien, par exemple, une émission sur TVC. Et avant, ils font le journal, les artistes, tout ça. Et donc, les internationaux viennent plus, les Français viennent plus. Parce qu'en France, si vous voulez, quand un acteur américain fait un film, il est obligé de faire la promotion derrière. C'est contractuel. En France, ils ne sont pas obligés. Donc une fois qu'ils ont pris 1 million ou 2 millions d'euros de salaire, c'est des gens du genre, ces gens-là, ils ne peuvent même pas le mal de venir à la télévision après pour vendre le film. Et c'est vrai que les producteurs en souffrent énormément. Parce qu'un producteur qui investit de l'argent, qui passe du temps à faire un film, le jour où le film est sur le point de sortir en salle, vous avez l'acteur qui dit non, ça me fait chier, j'y vais pas. Donc, et quand ils sont là, imaginons qu'ils soient là, quand ils sont là, ils ne peuvent plus rien dire à cause des réseaux sociaux. Donc moi, quand je regarde les émissions que je faisais à l'époque, je vois la liberté de parole qu'il y avait. Ça, ce serait pas... Vous pensez que vous ne pourriez plus les mêmes choses? Ah, mais c'est pas que je pense, et j'en suis intimement persuadé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, si vous voulez, une espèce d'autocensure des gens qui sont invités à la télévision, parce qu'ils ont peur. Vous dites un truc, mais vous êtes ostracisé, voilà, c'est terrible. Moi, je me souviens, je vous racontais un exemple très, très simple. Je reçois un jour Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld vient dans ma émission, et j'avais découvert qu'il faisait des dessins dans un journal allemand. Je ne sais pas quel Zeitung, un journal allemand. Et il avait fait un dessin où il supposait que sur le million de migrants qui sont arrivés en Allemagne, il y avait peut-être des terroristes. Oui, peut-être, je ne sais pas combien qui que de faire ce dessin. Moi, je n'ai pas porté de jugement, j'ai jamais porté de jugement sur ce que disaient les gens qui étaient dans les émissions. J'ai donné la parole à tout le monde, et 2, je ne porte pas de jugement. Moi, quand je fais une interview, je ne suis pas là pour développer une théorie, je ne suis pas un idéologue, je suis un intervieweur. Je donne à la personne le moyen de s'exprimer, je pose des questions, et j'explique toujours qu'une interview, ce n'est pas un débat contradictoire. Je ne suis pas là pour vous poser. Donc Lagerfeld raconte ça, raconte rien. Eh bien, figurez-vous que le lendemain, on m'a dit, beaucoup de gens m'ont dit, pas tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu ne l'as pas contredit? Je l'ai contredit, je ne sais pas plus. La preuve qu'il y avait des terroristes dans ce million de migrants que du contraire. Donc je ne vois pas, je le contredirais. Avec quels éléments? Oui, mais tu aurais pu le contredire et puis tu aurais pu le couper au montage. Pourquoi je l'aurais coupé au montage? Parce que ça ne se dit pas. Mais pourquoi ça ne se dit pas? Donc si vous voulez, la pression du politiquement correct est telle qu'aujourd'hui, si vous avez un propos qui sort, parce que c'est pas bien, c'est le propos de Lagerfeld, mais vous me dites que j'aurais dû couper, mais je pense que si un jour il y a une dictature en France, ils n'auront pas de mal avec vous. Parce que déjà, vous demandez la censure. Nous, moi j'ai vécu dans un monde qui était le monde de Madame de Gaulle, qui était épouvantable. Attention, la monde, c'était la censure, ça existait vraiment. Je veux dire, du temps du général de Gaulle, enfin, si vous voulez, la vie quotidienne, on avait quand même une belle, très serrée, une belle censure jusqu'en 68, il y avait quand même une grosse censure. Et aujourd'hui, j'entends des gens qui appellent de leur vœu la censure. Donc, pour répondre à votre question, malheureusement, aujourd'hui, c'est plus à la télévision que ça se passe. Ça se passe où? Alors, qu'est-ce qui a remplacé? Internet. Il y a une vraie liberté de ton, de votre avis? On peut tout dire. Oui, malheureusement, on peut tout dire. C'est l'inverse. C'est le problème inverse. C'est-à-dire que vous avez des gens... moi, j'ai viré Dieudonné de mon plateau en 2004. Il s'est réfugié avec Soral sur Internet et il déverse une haine antisémite depuis l'époque. Emmanuel Valls s'en est aperçu en 2014, soit 10 ans après. Et si vous voulez, aujourd'hui, Internet, enfin, c'est là où on peut s'exprimer. Même si il y a des choses, à mon sens, dans un pays comme la France, on ne peut pas laisser se réveiller l'antisémitisme. Si vous vous lanciez aujourd'hui dans
interviews, en télévision, vous feriez quoi? Vous seriez sur YouTube, vous seriez sur Twitter, vous auriez Oui. saisi ces outils-là? Bien sûr, non, je pense que je serai effectivement sur YouTube ou sur Internet. Bien sûr, non, je ne serai pas à la télé. Puis vous savez, la télé aussi, c'est toujours pareil. Moi, j'ai fait de la pub à une époque où la pub marchait bien. L'argent, et c'est pas seulement l'argent qu'on gagnait, c'est l'argent qui attire les talents. Parce qu'un môme qui a 25 ans, bah, il va dans un métier où il y a de l'argent à gagner, a priori, sauf s'il veut être l'abbé Pierre. Donc, c'est vrai que la publicité a attiré les talents, et après, la télévision a attiré les talents. Aujourd'hui, la télévision n'attire pas les talents. C'est un peu comme la presse écrite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions économiques de la presse écrite sont telles que les gens, ils n'ont pas envie de faire la presse écrite. Il y a de moins en moins de talents dans la presse écrite, il n'y a plus d'argent. Alors vous avez un regard assez critique sur la télé, sur ce que c'est devenu. Est-ce que c'est le même regard, selon vous, sur le cinéma? Est-ce que vous avez l'impression que l'évolution ne va pas dans le bon sens, ou est-ce qu'il y a encore des beaux espaces de création? Le cinéma, c'est toujours pareil. Le cinéma, en France, est extrêmement assisté. C'est-à-dire que par rapport aux autres pays européens, il y a toujours un cinéma français, il n'y a plus de cinéma anglais, il n'y a plus de cinéma, très peu de cinéma espagnol, il n'y a plus de cinéma italien, qui a été un grand cinéma, on parlait de Torresco, la Fellini, Antonioni, il n'y a plus de cinéma allemand. Bon. Donc en France, il y a toujours un cinéma, c'est vrai. C'est vrai que le fait que ce soit assisté permet qu'il y ait toujours un cinéma français. Mais le problème de l'assistanat, il y a un biais, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a un revers de la médaille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des films, mais il n'y a pas beaucoup de bons films. Et quand vous prenez le coffret des Césars, par exemple, puisque chaque année, les gens qui votent au César, on leur donne un coffret avec 264 films, il y en a 4 de bien, 5 de bien. Il y a des grands films. Il y a une année, il y a eu Police, il y a eu The Artist, et Intouchable. Vous vous rendez compte d'un pays qui, cette année-là, produit ces 3 films-là. C'est formidable. Malheureusement, c'est pas tous les ans. Et vous savez, ça rend oisif, ça rend un peu feignant quand vous êtes assisté. C'est le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, puis les gens qui font du cinéma en France aujourd'hui, c'est beaucoup. Vous savez, avant, pour faire un film, il fallait avoir été assistant pendant 5 films. Aujourd'hui, tout le monde peut faire des films. Donc cette démocratisation ne donne pas des résultats énormes. Aujourd'hui, on parle des gens comme Jacques Audiard, évidemment, des gens comme Juan Moalier, mais il y a toute une faune qui vit comme ça, un peu de subvention, et qui ne produit pas des chiffres. Et en même temps, vous ne trouvez pas que c'est aussi un signe d'espoir de voir que les salles de cinéma, il y a toujours du monde, qu'il y a plein de créations, qu'il y a des belles comédies. À 50%, ils vont voir des films américains. Quand on se réjouit, mais moi je ne dis pas le contraire, je n'ai jamais dit ça, au contraire, mais quand on se réjouit de la fréquentation des salles, c'est les films américains, il y en a des très bons, enfin c'est très souvent des franchises, c'est Avengers. Donc je n'ai rien contre Avengers, je ne vais pas le voir. Mais ce que je veux dire, c'est que le cinéma marche bien, mais la qualité du cinéma français par rapport à ce qu'elle était, pourquoi je dirais, c'est très simple. C'est qu'en fait, avant, quand on faisait un film, il y avait le producteur qui produisait, le réalisateur qui réalisait, le scénariste qui faisait un scénario, le dialogue, parce que c'est les dialogues. Donc, on s'y mettait, les gens s'y mettaient à beaucoup pour faire des films qui étaient extrêmement importants. Et puis il y a eu la nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est l'idée d'un auteur surdoué qui fait tout. Il écrit, il réalise, il fait le montage, il fait le dialogue, il fait tout. Alors quand vous avez Chabrol, quand vous avez Truffaut, évidemment c'est très bien, mais les gens aujourd'hui, malheureusement, ne sont souvent pas à la hauteur du talent des grands de la nouvelle vague. Mais on a gardé ce principe auteuriste, ça s'appelle, on a gardé ce principe du cinéma d'auteur ou auteuriste. Et par exemple en France, la plupart des réalisateurs ne tournent que des films qu'ils ont écrits. Et quand je dis aux gens, vous savez que Martin Scorsese ou Clint Eastwood, ils n'ont jamais écrit un film, les gens ne croient pas. Ils ont écrit un film, ils sont réalisateurs. Donc en France aujourd'hui, le métier de réalisateur, c'est-à-dire on dit en anglais filmmaker, le fabricant, c'est très péjoratif. En français on dit, dans le milieu, quand je parle d'un réalisateur
qui fait des films qu'il n'a pas écrits, il dit c'est un faiseur. Faiseur, c'est presque faisant. Alors qu'aux États-Unis, bah non, les mecs, c'est des filmmakers, ils font des films écrits par des auteurs. Donc cette espèce de post-nouvelle vague qui fait que finalement le film est dans la main d'une seule personne. En plus, il y a une loi qui est la loi de 1967 qui donne tout pouvoir au réalisateur. Le réalisateur, contre l'avis du producteur, contre l'avis de tout le monde, il peut faire le montage qu'il veut. Donc c'est compliqué. Que ce cinéma-là existe, c'est une chose, mais ce qui n'existe pas assez, à mon avis, à côté de ce cinéma-là, c'est un cinéma qui avouerait être commercial, puisqu'il faut quand même être commercial c'est un complet au public, qui soit plus raisonné, qui soit plus... Voilà. On est quand même trop dans les vélos d'une petite poignée de gens qui se cooptent en plus. Ça n'empêche pas les émotions au cinéma, rassurez-moi. On a parlé de votre première émotion qu'on a vue ces dernières années, quand même, des beaux films. Je veux dire, ma grande émotion au cinéma, récemment, vraiment, comme tout le monde, j'ai vu Joker, qui m'a super fait. Parce que c'est un film indépendant, à gros budget. C'est quand même... C'est pas mal. Non, c'est quand j'ai vu Gravity. Parce que Gravity, d'abord, il y a des films qu'on ne peut voir qu'au cinéma. Il y a des films qu'on peut voir sur son ordi ou à la télé, mais Gravity, il faut aller au cinéma. Et pendant le film, je tenais ma femme, comme ça, comme quand j'étais petit et qu'il y avait des cow-boys et des Indiens, et quand il y avait un Indien qui s'approchait derrière le rocher pour envoyer une flèche au cow-boy, j'étais là, je tenais ma mère et tout. Et là, c'est pareil, je me suis retrouvé exactement pareil, en train d'avoir peur pour le héros, dans ce George Clooney, qui a peur des stéroïdes. Et en même temps, c'est un peu flippant, quand même. Ouais, mais c'est vachement... Oui, bien sûr, mais c'est... Voilà, c'est une grande émotion, mais j'ai retrouvé une émotion d'enfant, vraiment, au cinéma. Vous avez réussi à transmettre ça à vos enfants, par Ouais. exemple Oui, parce que moi, à la maison, alors c'est quand on habitait à Argentan, ils habitaient à Argentan, j'habitais à Paris, je crois, le week-end. La maison était roulée sur les DVD. C'était l'époque des DVD. Donc il y avait plein de DVD, regarder les DVD, et ma fille, d'ailleurs, a choisi ce métier avant moi. À la différence de moi, j'ai attendu d'avoir plus de 60 ans. Elle a choisi très jeune et elle a monté une petite boîte de... Elle a commencé par travailler d'abord, porter des cafés, faire des photocopies à Londres. Donc à Londres, elle n'était pas la fille de Thierry Ardisson, personne ne s'était sûr. Donc elle a vraiment travaillé. Après, elle a travaillé avec un producteur très connu. Et puis un jour, elle a monté sa boîte. Elle a eu beaucoup de chance. Parce que le premier film qu'elle a produit, elle a eu un prix à Sundance. Et je dis beaucoup de chance, qui est le festival où il faut avoir des prix. Beaucoup de chance et pas beaucoup de chance. Parce que c'est comme dans le rock'n'roll, si vous faites un tube en même temps, après vous risquez de passer de longues années à vouloir en faire un deuxième. Donc là, maintenant, elle essaye de faire un deuxième prix à Sundance. C'est des émotions, c'est des carrières quand même, monsieur. Ça peut gagner tout. Oui, bien sûr, non, mais elle peut faire autre chose. Mais je pense qu'elle fera de la télé comme tout le monde. Est-ce que vous avez une question? Ah, il y en a une. Voilà. Le micro arrive. Bonsoir Thierry. Bonsoir. J'ai d'abord une énorme admiration pour vous. Pour moi, la télé, c'est vous, en fait. J'ai pas envie de le dire. Grâce à vous, on a eu les meilleures interviews de musiciens, de rock, Nick Mason, Jimmy Page, dont tout le monde en parle, justement. Donc je voulais d'abord vous remercier pour ça. Mais justement, je voulais vous poser une question par rapport à votre projet de film sur le Palace, qui est une période qui me fascine moi aussi. Vous l'avez vécu, vous avez fait des soirées le moratoire noir avec Jacques de Bachère, etc. Comment, justement, dans une époque où les choses sont plus aseptisées qu'à l'époque, comment vous allez réussir à mettre en place un projet pareil? Parce que raconter une histoire du Palace en 2000, je ne sais pas quand le projet sortira. Je ne sais pas quand il sortira. C'est-à-dire, si vous voulez, je disais tout à l'heure que le Palace, ce qui m'avait le plus impressionné, c'est le mélange. Moi, je suis un gosse du peuple, et quand je suis arrivé à Paris, j'étais victime de racisme social. Le racisme social, c'est grave. On souffre énormément. Quand les gens ne vous calculent pas parce que votre père est un
ingénieur dans les travaux publics, et qu'ils sont fils de banquiers, etc. Donc ce qui m'a plu au Palace, c'est qu'il y avait justement, il n'y avait pas de racisme social. C'est-à-dire que tout le monde, franchement, tout le monde était dans les bras l'un de l'autre, il y avait quelque chose de très utopiste. Et justement, l'idée du film, c'est Roméo et Juliette, c'est-à-dire c'est un petit gosse, quoi, fils de concierge, qui rencontre une fille de la haute, parce qu'au Palace, c'était possible. Une aristocrate qui va se marier avec un type qu'elle n'aime pas, et sa famille n'a pas d'argent, pas d'épouser cet aristocrate, et lui, il est là, il débarque au Palace, et lui, il la rencontre, etc. Donc, je vais essayer justement de retranscrire cette mixité et ces miracles-là à travers ce film. Alors, là où vous avez raison, c'est que c'est très dur à monter parce que c'est cher, il y a des costumes. Les héros ayant 20 ans, ils sont pas bankable, comme on dit dans le métier. Donc, voilà, Maxime Delaunay. Merci. Vous avez déjà un petit peu fait le film qui n'est pas encore fait. Ben, ce que je voudrais dire avant de finir, quand même, pour ne pas vous prendre trop la tête, on va regarder le film, mais en fait, je ne connaissais pas Maxime et il m'a résolu un problème sur un film. Et à l'époque, il devait avoir 30-32 ans, je ne sais pas beaucoup. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que je lui ai dit, mais tu es très diplomate, tu es très fort, tu m'as résolu le problème. Et un soir, je l'invite à dîner, pour le remercier, à l'Alma. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il travaillait dans une boîte importante, ça s'appelle Arménia, il était agent d'artiste. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'aimerais bien monter une boîte de prod. Et je lui dis, ah bon, mais avec qui? Et il me parle d'un autre garçon, son ami notre associé, Romain Rousseau, qui lui travaille, que j'avais connu aussi. J'ai un Romain, super, bah, tous les deux, super. Et vous avez besoin d'argent? Bah là, un peu. Donc je l'ai un peu financé. Et puis surtout, on les a accueillis dans notre société, dans ma société, où ils ont bénéficié de la comptabilité, des bureaux, de tout. Donc ils étaient un peu coucounés au début. Et ils ont très bien réussi, ils ont une réputation formidable à Paris, ils font partie, tous les deux, Maxime et Romain, ils font partie des jeunes producteurs plein d'avenir. Ils sont vraiment, ils sont jeunes, ils réussissent, ils ont d'avenir devant eux, et je pense que quand on en reparlera dans une, je serai peut-être plus là, mais quand vous en parlerez dans une vingtaine d'années, je crois qu'ils seront importants au cinéma. On a appris en tout cas que les voilà, on cette occasion. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Thierry Ardisson? Souhaitez-moi que, si vous me souhaitez quelque chose, que je puisse, après toutes ces années, à faire un petit peu ce que j'étais obligé de faire parce que j'avais pas d'argent de ma vie, je n'ai pas pu travailler. Donc après avoir fait, je ne regrette pas ma vie, je regrette d'avoir passé trop de temps dans la publicité, trop de temps à la télévision. Et le jour où je commence vraiment à faire ce qui était mon but au départ, je suis un peu âgé. Donc souhaitez-moi de vivre longtemps, c'est tout. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. À bientôt sur tvie.tv.